Alors, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel opus de discussion. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on accueille un invité de marque. C'est pas n'importe qui, c'est Romain Rimbaud. Alors bienvenue à toi Romain. Merci de ton accueil. Et c'est Bonjour à avec tous. plaisir. C'est avec plaisir. Romain, c'est un ami en plus. C'est un youtubeur que j'avais découvert grâce au Gardien du cinéma à l'occasion d'un partage sur Facebook. Et il s'avère que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et aussi, nous avons sympathisé au cours de maintes discussions. D'ailleurs, il reviendra dans mon projet de groupe de youtubeurs, voilà, qui devrait bientôt se concrétiser finalement. Et un beau projet. Et oui, et ça sera génial. Et du coup, aujourd'hui, j'accueille parce que en fait, on a décidé de faire chacun de notre côté une vidéo où on parlera de différents sujets. Donc sur ta chaîne YouTube, ça sera sur le cinéma d'horreur de manière générale. Et aujourd'hui, on va revenir sur un réalisateur dont j'ai eu l'occasion de me pencher un peu plus. C'est Bong Joon-ho, donc réalisateur coréen qui est particulièrement connu. Et j'ai voulu un peu plus découvrir parce qu'il y a son prochain film qui arrive bientôt. Ouais. Et du coup, que j'attends avec impatience, évidemment. Son dernier m'avait beaucoup plu, mais on en parlera plus en précision. Déjà, moi j'ai une première question te concernant. Qu'est-ce que tu penses globalement de son cinéma, Bong Joon-ho ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Absolument tout en fait. Je trouve que je trouve que dans toute la vague, enfin la vague qui est maintenant vieille en fait, toute la nouvelle vague du cinéma coréen qui est arrivée quand même en 2003 et dont Memories of Murder fait partie. Je trouve que c'est celui qui est comparé à des gens comme Park Chan-wook, alors Na Hong-jin, je rapproche un peu plus, comme Kim Ji-woon, qui sont hyper maniéristes. Je trouve que c'est le mec qui arrive le mieux à gérer le côté maniériste et à vraiment le lier totalement avec la narration. Oui. Donc le fond et la forme sont super bien gérés. Alors ça veut pas dire que Park Chan-wook, moi je trouve Callboy c'est un chef-d'œuvre aussi de Park Chan-wook. Oui. Mais par exemple des films comme Tale of Two Sisters par exemple de Kim Ji-woon, je trouve qu'un film que j'aime beaucoup au demeurant, mais je trouve qu'il est ultra maniériste et que parfois le côté formel a tendance un peu à bouffer l'histoire. Et c'est un peu et je trouve que Bong Joon-ho c'est le mec dans son style qui arrive à parfaitement gérer les deux en fait. C'est maniériste sans l'être trop et ça l'est pour illustrer son histoire, ça l'est jamais pour que la forme n'est pas une fin en soi. La forme est là pour raconter avant tout son histoire. Donc je trouve ça génial. Et une deuxième chose, c'est la question et qui pour le coup est parfois pas toujours très bien gérée non plus. Chez d'autres réals coréens, enfin sud-coréens, c'est le mélange des genres et le mélange des tons. Oui, je trouve que c'est le type qui gère le mieux le passage d'un genre à un autre et puis le passage d'un ton à un autre aussi. C'est pas faux. Qui raconte les histoires de manière absolument merveilleuse en fait. Je trouve que c'est pour moi, et je pense même au-delà de la Corée en fait, pour moi c'est un des meilleurs réalisateurs actuellement de l'époque. En tout cas, moi je trouve que c'est un mec qui a je pense qu'on enseignera encore longtemps en école de cinéma parce que c'est un type qui a bouleversé pas mal de codes et d'archétypes et d'écriture, de mise en scène, de choses importantes au cinéma. Donc oui, pour moi c'est un très très grand monsieur et tout me plaît. Et tout me plaît aussi dans ses sujets aussi parce que on en reparlera, je pense, un réalisateur éminemment politique. Oui, pas pour rien, oui. Comme je sais que tu aimes beaucoup Marx, mais je pense que la lutte des classes, comme beaucoup de réalisateurs coréens, parce qu'on trouve ça quand même chez beaucoup de réalisateurs sud-coréens, mais la lutte des classes est quand même quelque chose qui l'obsède pas mal. Transpersonnage étant, je pense, celui qui va le faire de manière peut-être le moins caché ou le plus évident, en fait. Et plus intelligemment, je dirais, on en reviendra, mais il y a vraiment un traitement très particulier du marxisme. Mais pour le coup, c'est un petit peu moins clair dans ces autres, mais je trouve que alors, comme tu le dis très bien, c'est vraiment le plus intelligemment fait dans Transpersonnage, mais aussi le plus visuellement quand même, c'est-à-dire que c'est facile de le voir quand même, c'est pour ça qu'il est facile d'accès aussi. Oui, très facile d'accès. D'ailleurs, merci en tout cas, parce que je trouve que c'est une belle définition de son cinéma, qu'il arrive à gérer autant le fond que la forme, et ça c'est dingue. Il y a très peu de réalisateurs qui peuvent faire ça. Tu parles de la nouvelle vague qui a déjà commencé depuis un bon bout de temps sud-coréenne. Il faut que j'en parle aussi, parce que moi-même, j'aime tellement le cinéma coréen. D'ailleurs, tu as parlé de Park Chan-wook que j'aime énormément. Pour l'instant, j'ai vu que Old Boy et Mademoiselle, deux films que je trouve fabuleux. Justement, c'est le meilleur, je pense. Deux meilleurs, je pense. Franchement, Old Boy, bon, c'est une œuvre bouleversante, et Mademoiselle tout autant. Et je pense aussi à
un réalisateur comme... Alors, Kim Ji-woon, j'en ai vu que 3, il me semble, pour l'instant, ou 2. Non, que 2, parce qu'il y a eu Le Bon, la Brute et Le Cinglé. Oui, tout à fait. Que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est un film assez dingue. Et très maniériste, en effet. Très de palmesque, en fait, hein, pratiquement. Je suis d'accord. On est plus dans du maniérisme à la De Palma. Et j'ai vu son remake de Ilang. Ilang, justement, de la Brigade des Loups, d'une œuvre japonaise très connue qui est un très bon remake, en fait. J'ai vu... Ah, il y a eu aussi un très très bon film sud-coréen qui est Dernier train pour Busan. Oui, aussi, tout à fait. C'est un chef-d'œuvre. Je suis totalement d'accord. C'est un film qui révolutionne en fait le genre du cinéma de zombie d'une manière assez osée quand même. Il faut réussir à le faire comme ça, avec une gestion de l'espace qui ferait particulièrement penser au cinéma de Bong Joon-ho. On en reparlera, mais Bong Joon-ho a une gestion d'espace et de la foule qui est très très intéressant, très riche. Et d'ailleurs, tiens, je vais te reposer une autre question. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont il envisage les thématiques dans ses films? C'est-à-dire, moi en tout cas, c'est quelque chose que je ressens. J'ai l'impression que Bong Joon-ho essaye de livrer toujours, tout en s'inspirant du cinéma américain, essaye toujours de livrer des interprétations dépourvues de manichéisme et très 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 ouvertes en fait. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors j'aime bien ce que tu dis, parce que quand tu dis qu'il s'inspire beaucoup du cinéma américain, c'est intéressant parce que moi, Memories of Murder, c'est ça, c'est Seven retravaillé par Bong Joon-ho. The Host, c'est un travail quasiment d'Alien aussi. Enfin, pour moi, c'est un film qui est très proche d'Alien aussi. Oui. Et il le retravaille avec ses propres codes, en brisant ou en retournant les archétypes classiques qu'on trouve dans ces films-là, en faisant des flics américains, justement, ou des personnages qui sont confrontés à un monstre, pour le coup, dans Alien. Oui. De type paumés qui sont des anti-héros. Moi, ce qui me marque toujours, c'est le début de The Host, où il y a toute cette séquence d'attaque qui est monstrueuse sur la plage. Donc, il y a quelque chose d'assez dantesque, d'assez fou. Et la seconde d'après, il va casser tout le truc. Et on va se retrouver avec nos 4 ou 5 héros. D'ailleurs, il s'amuse même à mettre dans la séquence d'attaque au début un héros américain qui va justement aller se battre contre la créature. Et après, il va casser ce truc-là en te retrouvant avec 3 héros qui sont des alcooliques. Alors, un qui est alcoolique notoire, l'autre qui est un simplet. Donc, ils sont que des héros auxquels t'as pas forcément de simplicité en plus avec un acteur qui est génial, qui est Song Kang-ho, qui est un acteur qui est absolument brillant et qui joue très très bien le simplet, qui joue aussi dans Memories of Murder, une sorte de flic complètement paumé. Donc ils mettent toujours dos à dos, ils renvoient toujours dos à dos un archétype qui est du cinéma américain, comme le policier de Séoul aussi dans Memories of Murder, qui va confronter à une sorte de relecture de l'anti-héros qu'il a, qui est encore une fois un type un peu paumé, dépassé par la situation. Et ça permet, en plus, je trouve que c'est intéressant, c'est que tu n'arrives jamais à anticiper la fin du film, parce que comme ces héros-là, tu n'as pas l'habitude de les voir, tu sais pas comment ils vont se démerder avec la situation dans laquelle ils se retrouvent, et puis tu sais pas s'ils vont s'en sortir, tout simplement, en fait, parce qu'ils sont tellement l'air à côté de la plaque. Et souvent, d'ailleurs, ils s'en sortent par un concours de circonstances, c'est jamais totalement voulu, tout ça, où ils subissent beaucoup la situation. Je pense que la fin de Memories of Murder, elle est intéressante, parce que même si c'est une vraie quête initiatique des personnages, des flics, on va dire, ruraux, qui vont quand même découvrir des choses à partir de là, finalement, ils auront... Voilà, je spoil un petit peu, je suis désolé, mais ils n'auront pas vraiment de réponse au final. Non. Et toute la réflexion, en plus, qu'il y a dans le fond avec cette dernière scène, cet épilogue où on va dire que le tueur, c'est un mec comme les autres, qui a pas un visage particulier, ce qui est génial, je trouve, j'adore cette ironie. En plus, voilà, il y a le côté ironique aussi qui est très fort, je trouve, derrière. C'est incroyable parce que... je suis totalement d'accord là-dessus. Parce que, en fait, dans Memories of Murder, ce que je trouve incroyable... Et d'ailleurs, je dirais une phrase qui est au dos de mon édition de Memories of Murder que je trouve très très lourde de sens. Ce qui est incroyable, c'est cette phrase. Il avait un visage ordinaire, dit la petite fille. Ouais, tout à fait. Il avait un visage ordinaire. Et ça, c'est... je trouve Memories of Murder, je l'ai vu récemment avec ma copine. Et c'est un film bouleversant parce que...
au lieu de chercher à être dans un film policier de base, avec une enquête, nous confrontons parce qu'on ne verra jamais, en fait, le meurtrier. On ne le verra jamais. On le verra quelquefois en train de commettre ces meurtres, mais on verra toujours une espèce d'ombre En fait, c'est... Rien que dans la manière de filmer ce personnage, de ce tueur, il y a une forme ordinaire. C'est un personnage qui surgit de l'ombre. Et quelque chose, justement, qui ressort un peu de l'inquiétante étrangeté. Oui, tout à fait. Je trouve, hein, c'est presque un film d'horreur à certains moments. Et ce qui me rend fou avec ce film, c'est que aussi c'est un film sur la souffrance des policiers, sur la souffrance du fait de suivre une enquête, de la dureté de ce métier, à quel point c'est une souffrance d'enquêter et de se confronter, de ne pas réussir en fait. Parce que c'est des... Comme tu disais, c'est jamais manichéen en fait. Ah non. Flics qui ont des comportements absolument... c'est très difficile d'identifier eux parce que à des moments ils vont avoir des comportements héroïques et à des moments ça va être les pires des salauds en fait quand ils vont tabasser les témoins, qui vont avec la création de preuves qu'ils font... Et ouais, je suis d'accord, en plus il y a pas de manichéisme, mais en plus en effet ça témoigne du fait comment on peut basculer en fait quand on est flic face à la dureté des conditions de travail, comment on peut basculer de la plus belle des choses à la truc la plus horrible, la plus infâme. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je vais dire donc cette phrase je propose qu'on parle des films dans l'ordre. On s'attardera sur les films, ça prendra peut-être un peu de temps, mais autant prendre ce temps-là. Bien sûr. Donc une première phrase que je trouve tellement lourde de sens et qui est derrière cette belle édition d'Arabia, je la recommande totalement, elle est magnifique. J'ai une relation complexe à ce que l'on appelle le film de genre. J'adore tout autant que je le déteste. Je ressens une excitation à faire frissonner le public mais j'essaie en même temps de trahir ou de détruire ce que l'on espère y trouver. Et franchement, cette phrase, elle définit tout le cinéma de Bong Joon-ho. Ah oui, mais c'est parfaitement ça. Je trouve c'est une phrase que je trouve intéressante parce qu'elle montre l'idée tout le côté subversif de son travail, alors subversif socialement, politiquement, tout ce qu'on veut, mais il y a une vraie subversion dans le genre aussi, hein, l'idée de, voilà, j'aime ça. Alors je sais pas s'ils veulent dire dans le sens où ils le détestent parce qu'ils sont enfermés dans des carcans aussi, peut-être. Je pense que c'est ça. Et qu'il faut qu'il a du mal à s'en défaire, mais justement, je trouve pas qu'il a du mal à s'en défaire, il a peut-être peur d'avoir du mal de s'en défaire, mais à chaque fois il arrive à transcender ces codes-là pour offrir autre chose et qui est encore plus dingue. Ah oui. Mais c'est le propre du cinéma de genre, de toute façon, c'est de transcender ces codes pour aller plus loin et dépasser, voilà, des histoires qu'on connaît tous, parce que finalement, Memories of Murder, encore une fois, ça reste un Seven à la campagne, quoi. Ouais. Mais qui est fait de manière absolument dingue. Justement, quand tu parlais du tueur tout à l'heure, plutôt que de faire une sorte de tueur calculateur et quasiment fantasmagorique, qui est le personnage de John Doe, même si John Doe dans Seven, c'est quand même l'idée de dire que c'est à la fois tout le monde et personne. Oui. Mais il y a quand même une mystification de ce tueur-là. Dans Memories of Murder, il est jamais mystifié, ça reste un pauvre type qui ressemble à tout le monde et qui d'ailleurs, il me semble, c'est un peu comme dans Cruising de Friedkin, le tueur est joué, comme tu disais, qu'il apparaît en fait quand on le voit tuer parfois ou qu'on le voit agir, il est joué par des acteurs différents à chaque fois, comme dans Cruising, pour qu'on puisse pas localiser qui est le tueur vraiment, c'est à la fois tout le monde et personne. Dans Cruising, totalement. En plus, on est dans un milieu où Cruising, c'est très particulier parce qu'on est dans l'idée de boîte de nuit sadomasochiste et gay. Et en fait, il porte toujours ce vêtement. En fait, on est vraiment un peu dans le tueur à la Dario Argento qui apparaît comme une espèce d'abstraction. Et c'est ça que je trouve très fort. Et c'est bien que tu parles de Cruising parce que je trouve que ça s'avère être une œuvre qui aurait pu très bien inspirer Memories of Murder à certains moments. Oui, même sur le final, je trouve que finalement dans Cruising, on a la même fin où on ne sait pas vraiment qui est le tueur, on n'aura pas vraiment de réponse, et je trouve que le final est à peu près similaire en fait, et la manière dont le policier va s'aliéner dans son enquête, c'est exactement la même chose que je trouve dans Cruising aussi. Ah, je suis totalement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, tu compares ce film à Seven, mais je trouve même que, alors j'aime pas comparer les films entre eux, établir un rapport hiérarchique, mais là c'est indéniable, je trouve personnellement Memories of Murder plus fort que Seven encore. Ah, je suis d'accord aussi, oui. Seven, je l'aime beaucoup, certes, mais je trouve pas que c'est la plus grande œuvre de David Fincher. Pour moi, c'est The Game, en fait. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais c'est The Game, voilà, tout simplement. C'est plus mal aimé, mais ouais, moi je suis d'accord, c'est un très grand film, The Game aussi. Il est incroyable. Et en fait, Memories of Murder, ce qui fait que le film va plus loin, c'est véritablement qu'il montre aussi la souffrance. C'est-à-dire que même si les personnages dans Seven souffrent autant,
il y a pas, on les déshumanise pas, ces policiers, en fait. Oui. On va pas chercher à les déshumaniser. Il y a une sorte, ça reste quand même des hommes auxquels on va plus facilement s'attacher. Alors que, en fait, ce qui est très fort, et ça a une grande place dans le cinéma de Bong Joon-ho de manière générale, il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que le personnage le policier de Séoul qui se ramène, va devenir, va en tout cas emprunter la personnalité de ce fameux flic de campagne qui est très bourru, qui utilise la violence pour voire la torture littéralement pour obtenir des preuves. Et à la fin, c'est déchirant, mais il emprunte en fait sa personnalité. Oui, c'est vrai que c'est même l'inverse de Seven, où Brad Pitt, justement, c'est plutôt Morgan Freeman qui va le tirer vers le haut dans Seven. Là, c'est vrai que c'est plutôt l'inverse, c'est le flic qui est censé tout connaître, tout ça, qui va être autant à la merde qu'autre, qui va être, entre guillemets, tiré vers le bas. Bon, alors, c'est plus ou moins vrai, parce que finalement, ils vont quand même apprendre, les policiers de la campagne vont quand même apprendre, mais c'est plus lui, en effet, qui va redescendre, plutôt qu'il va les tirer à fond vers le haut aussi. Ah oui, mais totalement. En fait, on a un personnage, et c'est ce que j'ai dit avec ma copine quand on l'a vu, on a un personnage qui a des valeurs morales qui lui sont propres, d'ordre, d'objectivité, et au final, il va totalement s'en affranchir pour tomber dans ce que vous rappelez le tribunal populaire. Oui, tout à fait. Ce qui est une lecture, et on va en parler beaucoup, et c'est pas pour rien, il y a une lecture sociologique, parce qu'en fait, Bong Joon-ho était quelqu'un qui a fait des études de sociologie avant d'être cinéaste. Il n'a pas fait d'études de cinéma, il me semble. Il me semble pas non plus, oui, que c'est simplement la sociologie qui a drivé sa carrière en grosse partie, ouais. Je crois d'ailleurs que, je suis pas sûr, vous pourrez vérifier dans les commentaires, mais il me semble que c'est presque un accident, le fait qu'il soit cinéaste. Et quel bel accident. Oui, parce que un mec comme ça, faut l'avoir, quoi, c'est important. Ah oui, c'est un réalisateur qui est formidable. Et donc même un scénariste au passage avant aussi, parce qu'il a quand même scénarisé un autre film qui s'appelle Sea Fog, que j'ai pas Les vu. Clandestins, qui est un putain de film, il a produit d'ailleurs aussi, et c'est un putain de film donc sur la sociale, mais c'est aussi un putain de film de genre qui commence comme une chronique sociale et qui se termine quasiment comme une sorte de film d'horreur dans un bateau en huis clos. Ah ouais. Et c'est assez fou. Bah, et il a fini aussi, il a aussi un Antarctic Journal aussi, qui est alors il me semble, s'appelle Kim Il-sung, et qui est une sorte de film qui raconte, ça commence comme un film d'aventure en Antarctique, alors il y a quelque chose de The Thing un petit peu. Ouais. Et qui va progressivement aussi en film d'horreur. Il commence plutôt comme un film d'aventure, qui va virer vers le thriller pour tomber dans l'horreur et quasiment le fantastique à la fin. Qui sont un peu Last Winter de Larry Fessenden, donc c'est assez intéressant. Je te le conseille si tu l'as pas vu aussi, Antarctic Journal. D'accord, bah je me note ça en tout cas, je les ai pas vus en effet. J'ai vu qu'il avait produit ces deux films en effet, oui. J'avais vu ça sur. Ouais. Et du coup, Memories of Murder en tout cas est une. Je crois que c'est sa deuxième œuvre, hein, je crois. Ah ouais. Il est souvent considéré comme le meilleur dans sa filmographie. Je ne sais pas, honnêtement, on va en parler après, mais je trouve tellement que toutes ses œuvres sont toutes tellement différentes et tellement fortes que c'est difficile de trouver un véritable chef-d'œuvre. J'ai tendance, moi, dans beaucoup de filmographies de réalisateurs, à dire qu'il y a plusieurs chefs-d'œuvre dans une filmographie. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, il n'a fait que des chefs-d'œuvre. J'ai pas vu Mother, voilà, c'est un de ceux qui me manque et le tout premier. Mais en tout cas, celui-là s'avère... Peut-être que c'est son œuvre la plus forte, mais on verra ça après, mais il y a le reste de sa filmographie est totalement dingue. Ah oui, même jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, Memories of Murder, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une sorte de chronique qui, d'ailleurs, pourrait s'appliquer à tous les pays en termes de chronique policière, mais qui est totalement marqué politiquement par la situation que vit la Corée du Sud, en fait. Ah oui, vraiment cette petite histoire qui croise la grande histoire, parce qu'il y a tout un fond aussi politique avec le personnage du maire, il me semble aussi, qu'on retrouve un petit peu aussi dans The Chaser aussi, où on a une enquête policière avec un tueur en série, on a tout un fond aussi avec un personnage qui incarne l'instance politique et qui doit assurer un meeting au même endroit que les crimes se produisent. Et donc il y a une sorte de confrontation entre la petite et la grande histoire. Entre l'histoire criminelle et l'histoire politique, c'est super cool, c'est vraiment intéressant. Eh bien, je me le réserverai en tout cas. Et donc, oui, Memories of Murder est en effet, comme le disent les commentateurs sur le DVD, le premier chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, ça je suis totalement d'accord. Et pas son dernier, pour le coup, comme tu dis. Et pas son dernier, ça c'est sûr.
Donc, ce qui suit est un film de monstres, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Quoique, il enchaîne, je crois, avec Mother. Non, c'est pas ça Non, alors, en fait, il me semble d'ailleurs qu'avant, il y a un moyen métrage qui est présent dans l'anthologie qui avait été faite Tokyo avec Gondry et Léo Scarax. Oui, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je suis pas ultra fan, mais en fait, je suis pas ultra fan de cette anthologie-là de manière générale. Alors, j'aime bien, oui, puisque c'était un ado, il me semble, qui est dans son appart et qui c'était une histoire d'amour avec un jeune homme plutôt dans son appart qui regroupait des tas de trucs. Donc, je sais plus comment s'appelle ce syndrome où on garde tout chez soi. Et il rencontre une jeune femme en fait, et ce qui va le faire sortir de chez lui grossièrement, avec pas mal de passages un petit peu oniriques. Moi, je suis pas ultra fan, mais justement, je trouve qu'il est un peu engoncé en fait dans le format moyen métrage, dans le format anthologie. Donc, j'accroche un peu moins. Et je trouve que c'est, pour le coup, peut-être finalement son film le plus mineur en fait dans l'ensemble. D'accord. Même s'il reste intéressant, ça reste à voir. Je pense si on aime l'auteur, si on veut faire comme me dirait Truffaut, si on veut vraiment avoir l'idée de la politique des auteurs, donc vraiment de voir l'auteur dans sa globalité et pas à l'aune qu'un seul film. Mais voilà, moi c'est un film que j'accroche moins et c'est pour ça que direct The Host derrière m'a complètement défoncé la rétine. Si tu peux laisser comme ça. Parce que c'est vraiment génial. Alors c'est bien ça, c'est The Host avant Tokyo. Donc, oui, c'est The Host avant Tokyo, alors autant pour moi. Alors on parlera pas des courts-métrages, il en a fait, je les ai pas vus pour l'instant. Je l'ai pas vu non plus. Donc The Host, je te laisse le présenter parce qu'à première vue tu l'aimes beaucoup, moi aussi d'ailleurs. C'est un film de monstre, c'est très bien ce qu'avait mis au passage alors sur la jaquette DVD que j'ai, pour surprendre l'idée des jaquettes DVD où alors je sais plus si c'est l'écran fantastique, il me semble, il y a une citation d'écran fantastique qui disait que c'était une des meilleures relectures d'Alien, et je trouve que c'est totalement ça en fait. C'est un film qui est très différent, mais qui m'apporte la même jouissance qu'Aliens d'ailleurs, même plus précisément pour moi. Qui est donc un film qui raconte l'histoire grossièrement d'un monstre qui va naître au cœur de Séoul, dans le fleuve qui traverse Séoul, à cause, et ça c'est dit dès le début, de produits toxiques et qui sont balancés en fait dans la rivière par une entreprise. Alors, c'est toujours un concours de circonstances, un peu c'est un mec qui a la flemme de balancer grossièrement les produits toxiques qu'il a en trop, il les balance comme de la merde, donc va naître une sorte de créature monstrueuse à la gueule vaginale, parce que je trouve que c'est ça. Bon, il y a des de fin qui est une scène d'accouchement clairement quand il y a un enfant qui est coincé dans sa gueule et qui vont sortir et qui est la renaissance pour en parler qui est repris là. Donc un petit peu comme Alien aussi, l'Alien était fortement teinté de symboles sexuels, de symboliques sexuelles. Et donc on va suivre un groupe de personnages qui va subir la première attaque du monstre quand il va attaquer Séoul, et qu'on va retrouver donc par la suite, puisqu'il y a toute une histoire de contamination potentielle autour du monstre, et qui va être encadré par des scientifiques américains. Qui vont dire donc tout ça, les relations entre la Corée du Sud et l'Amérique sont quand même assez on va dire malmenées à travers le film. Donc on va suivre ce groupe-là qui va se retrouver séparé et qui va subir moult de péripéties autour du monstre, mais pas seulement du monstre. Notamment donc un père qui est séparé de sa fille, puisque sa fille pendant la première attaque va se faire enlever par la créature et qui va la garder dans son garde-manger. Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si c'est bien résumé, mais parfaitement résumé. Je trouve que d'ailleurs la métaphore vaginale le rapport à la naissance est très intéressant dans ce film, et je partage totalement cette vision. Et d'ailleurs je suis d'accord sur l'idée que c'est la renaissance d'Alien, parce que même en tant que tel, le design de la créature qui est très bien fait, c'est des effets spéciaux qui sont totalement imparfaits mais qui sont incroyablement réussis en fait. Je crois qu'il y a un mélange de physique et de... Je sais pas comment a été fait le film, j'ai pas le DVD, mais peut-être que tu pourras en parler. Je sais pas s'il y a un making-of. Il me semble que c'est une grosse partie du numérique, à part sur les gros plans où on a un peu d'animatronique, mais c'est quand même en grosse partie. Toutes les attaques du début, c'est principalement du numérique quand même. Et je trouve que c'est assez fou en fait, parce qu'il y a une vraie texture qui se dégage de la créature. Tu sens qu'elle est palpable, qu'elle est concrète. C'est super ça pour le coup. Comme tu disais, c'est pas parfait, mais il y a de la texture. Ah oui, il y a de la texture. En fait, elle fout un malaise, cette créature, une espèce de créature... C'est un poisson avec une queue en... Alors pour vous décrire vite fait, je mettrai peut-être un visuel. C'est un poisson avec une queue en forme de tentacule. Et d'ailleurs, moi je pensais, quand j'ai vu avant l'affiche, que c'était une pieuvre, ou une espèce de truc comme ça. L'affiche est très bien faite parce qu'elle joue totalement sur l'abstraction de la créature. Et au final, c'est un mélange de plein de trucs. C'est une espèce de poisson. D'ailleurs, j'adore le début parce que justement, avant l'attaque, il y a une petite scène avec des pêcheurs qui disent « Oh là là,
Tu as vu ce monstre, j'ai pêché un truc, il est horrible. T'as vu sa gueule? On ne voit jamais la tête du monstre, on ne voit jamais son apparence, mais je trouve que cette entrée en matière est très forte, parce qu'elle annonce ce qui va se passer après. Et en même temps, c'est tellement abstrait, c'est une créature abstraite, hein, elle n'a pas de forme définissable en fait. C'est un peu Lovecraftien sur le coup, moi je trouve. Ah oui, elle a un côté, oui, tout à fait, ouais. Oui, elle a un côté très particulier. Tu parlais de l'introduction, et ben justement, cette introduction, quand je l'ai vue, j'étais un peu sur le cul parce que on est totalement toujours dans cette espèce de traitement sociologique. On a deux personnages qui sont opposés moralement. Il y en a un qui s'en fout, qui veut polluer. Il y en a un autre qui a... Mais faites pas ça, c'est dangereux. Vous savez pas quelles conséquences ça peut avoir, mais au final, il va quand même s'exécuter. Donc il y a cette idée de corruption aussi, au final, de manipulation, et c'est par l'erreur, par la faute de l'homme que ce monstre va être créé. Il y a même presque un parallèle avec Frankenstein. Hein. Oui, tout à fait, oui, je suis parfaitement d'accord. Et c'est là où c'est très très fort, parce que cette créature, comme tu le dis, il y a une séquence magnifique, un plan séquence d'attaque, où on présente les deux personnages principaux, donc, enfin, les personnages principaux parce qu'il y en a plusieurs. Donc cet homme qui est incarné par son acteur fétiche, donc j'ai oublié le nom, c'est Song Kang-ho, voilà, qui joue très très bien aussi. Pareil, il a pas du tout à rougir avec son rôle précédent dans Memories of Murder. Je trouve qu'il joue avec justesse. Ouais. Et ce qui est incroyable aussi, c'est donc ce fameux plan séquence qui est terrifiant parce que c'est un massacre, c'est véritablement un pur massacre. Et on a presque l'impression parfois que le monstre il tue sans faire exprès. Hein. Il est maladroit parce que je pense que je sais pas comment on peut rassembler les séquences dans le temps, mais je pense qu'il a dû subir une croissance très rapide parce que à première vue on voit la naissance de la créature au début, ensuite on voit son statut embryonnaire de manière avec les deux couleurs, oui. Ouais, d'ailleurs un cycle à la Alien en fait, hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et ensuite, elle a son statut adulte et massacre une bonne partie de la ville, quoi, en fait. Hein. C'est incroyable. Et sur le coup, et il faut en parler, mais il y a autre chose, et cette créature n'est pas là. En fait, la créature est presque un prétexte pour aussi parler d'autre chose de très important. Et là, le film est particulièrement à charge contre la Corée dans son incapacité à gérer les situations de crise. Et en fait, le gouvernement coréen va faire croire qu'il y a une contamination, et le film va être terrifiant là-dessus. Oui, tout en ajoutant ce côté, ce côté tutélaire des États-Unis, que dès qu'il y a un problème, il faut qu'on appelle les États-Unis pour nous aider. Et et d'ailleurs, le scientifique américain est assez ridicule, c'est un personnage assez veule, avec une sorte de strabisme, il a quelque chose d'assez monstrueux aussi. Oui, tout à fait. Et c'est très très bizarre en fait. La relation entre les deux est assez bizarre, parce qu'il y a vraiment une relation de maître-esclave en plus. Tout ce que lui demande, il demande grossièrement à tous ses sbires, ça devient des sbires, les Coréens qui sont sur place, scientifiques coréens. Oui. Il leur demande de faire ça et eux s'exécutent immédiatement parce qu'ils ont l'impression de ne pas comprendre, d'être complètement largués. Il y a tout ce côté, comme tu disais aussi, en lien aussi avec ça, avec la corruption, qui est une obsession, je pense, de Bong Joon-ho depuis très longtemps, enfin depuis Memories of Murder, qu'on retrouvera dans les films suivants aussi, où il a l'impression que cette société coréenne est part complètement, il y a une sorte de dégénérescence, de pourriture de la société, dans toutes ses arcanes, dans tous ses fonctionnements qui fonctionnent mal, justement, dans tous ses rouages. Et là, c'est ajouté avec justement ce côté où la société coréenne, ne sachant pas se gérer elle-même, tellement elle est pourrie dans tous les sens, et ben on va aller chercher le papa américain qui va venir nous aider et essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc c'est un peu comme ça que je le vois, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Ah mais totalement. Et voir débouler vers une scène assez terrible où ils vont faire subir un traitement de choc à justement ce personnage, j'ai oublié son nom, mais le père de famille qui cherche sa fille qui a été enlevée par le monstre et qu'on prétend atteinte de maladie en fait et qui n'a rien du tout. Et on va lui faire subir, je crois que c'est une espèce de lobotomie, ouais, c'est une lobotomie, hein, je crois. Je cherchais le terme, et en fait, horrible cette scène, elle est terrifiante, parce que il y a une forme d'injustice qui se crée derrière et qui est terrible, vraiment terrible. Il y a une critique à charge contre l'État, et c'est évident.
Et presque le monstre est autant victime de ça, en fait. Hein. Mais il y a une vraie empathie, en fait. Moi, il y a une vraie empathie qui se développe, notamment dans la toute dernière scène, qui est en plus une scène de manifestation, en fait. Donc c'est assez fou, en fait, comment il fait jaillir le monstre à l'intérieur il fait jaillir quasiment le monstre de cette instance sociale en colère, en fait. Et je trouve la scène est géniale, et la mort du monstre, bah, elle est vraiment bouleversante, en fait. Ah oui. Il y a même ce lien, en fait, qui se tisse avec l'enfant, en plus ce monstre qui meurt et qui va donner ou redonner vie ou faire renaître cet enfant qui a perdu le père. Donc il y a quelque chose sur le fait que le monstre, ça me fait penser beaucoup à la manière dont, de manière générale, en Asie et au Japon, on considère le monstre. Godzilla, pareil, pour prendre un exemple, n'est pas un monstre méchant, et au contraire d'ailleurs il est méchant entre guillemets, encore une fois, mais il est méchant parce que c'est l'homme qui l'a créé et que la nature vient se venger. Et il va devenir un allié, Godzilla, au bout d'un moment, dans les épisodes futurs, les second, troisième épisode avec de Honda, pour le coup, ça va devenir un monstre plutôt positif. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, encore une fois, comme je disais, c'est pas manichéen, le monstre n'est pas méchant, et au contraire, sa mort est même bouleversante, et elle redonne vie quasiment, donc je trouve ça, c'est très beau aussi. Ah oui, ils ont une manière de gérer les monstres qui est très très forte. Tu parles de Godzilla, justement, c'est pour ça que j'ai autant de mal avec l'adaptation américaine par... comment il s'appelle Par Emmerich. Par Emmerich, ah oui. J'aime pas du tout. Ah non, les gars. Elle est catastrophique. C'est un film... En fait, c'est là où j'ai du mal parce que j'ai entendu des théories qui disaient que ce film était en fait plutôt un... Qui mettait plutôt en valeur Godzilla comme une victime, et c'est pas du tout le cas en fait. Hein. Le plan final le montre bien que c'est quand même une menace pour la nature, et je vois pas du tout... Il paraît qu'il se bat pour l'écologie, Emmerich de son côté, je vois pas du tout la dimension écologique dans le film en fait. Bah, je trouve que si, en tout cas, s'il y en a une, parce que je pense que quand on voit le jour d'après, même d'Emmerich, il y a quand même un parti pris. Oui. Mais je pense que c'est super maltraité et super mal dans géré. Godzilla, c'est très maltraité. Dans ses autres films, ça l'est peut-être un peu mieux, mais là, c'est pas le cas. Ah non, je préfère celui de Gareth Evans. Pareil, je trouve que c'est une œuvre merveilleuse, sur le coup. Oui. Allez, oui, puis là, pour le coup, il y a une vraie... Pour le coup, là, le Godzilla devient le salut de l'humanité aussi, donc on raccorde avec le truc japonais, donc avec la version japonaise, donc c'est cool ça pour ça. Ah oui, je pense que dans la suite, ça va être pareil, du coup. Oui, le trailer est tombé il y a pas longtemps, ça a l'air monstrueux aussi. Ça a l'air monstrueux, c'est le cas de le dire, oui. Et d'ailleurs, on parle de Godzilla, mais je trouve que le monstre de The Host s'apparente à Godzilla, même dans sa manière de fonctionner, s'apparente à Godzilla. Même s'il n'a pas la taille et peut-être pas la grandeur déifiante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi Godzilla est mis en scène comme un dieu, un kaiju, qui est une divinité. Et, mais cependant, ayant vu le dernier Godzilla japonais Résurgence, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu. Je pense que là, sur le coup, Résurgence pourrait être mise en comparaison avec la créature de The Host, parce que le Godzilla dans Résurgence en fait, Résurgence, si vous voulez, c'est le dernier Godzilla japonais qui est assez ambitieux, assez magnifique, réalisé par le créateur de Evangelion, Hideaki Anno. Et cette créature est pareil ce Godzilla là va naître dans une optique un peu comme Alien, avec plusieurs stades en fait. Et c'est pareil, on est un peu dans la même idée d'une créature qui est née malgré elle et qui va détruire une ville, enfin en tout cas va détruire... Dans The Host, c'est plutôt socialement qu'elle va la détruire. Dans Godzilla Résurgence, c'est littéralement. Et du coup, il y a quelque chose de très fort qui s'en dégage, parce que le Godzilla de Résurgence est une créature embryonnaire qui évolue au fur et à mesure, et qui va même pas mourir en fait à la fin. Et dans The Host, est-ce que la créature est morte ou pas? Parce que on ne sait pas vraiment en fait. On ne sait pas. Elle est morte à première vue, mais il me semble que le plan final il n'est pas dans cette idée-là en fait. D'ailleurs, elle est dans l'eau, donc oui. Oui, c'est ça. Elle s'en sort, oui. Elle pourrait très bien s'en sortir, donc c'est ça qui est très fort aussi. Et je sais pas si la comparaison avec Résurgence paraît logique, mais à mes yeux en tout cas, des éléments. Je sais pas si tu l'as vu. Ah bah j'ai pas vu entier, j'ai vu des morceaux pour l'instant. Je vais le voir dans son intégralité, mais en tout cas ce que j'en ai vu et ce que j'en ai lu me paraît
ça me paraissait assez pertinent en fait comme comparaison. Parce que le dernier Godzilla japonais auquel je me suis arrêté, c'était Godzilla Final War de Kitamura, J'ai pas vu. que j'aime beaucoup, mais qui est complètement con, mais que j'aime beaucoup. Donc si t'as l'occasion de voir, je sais pas si t'as vu Godzilla Final War, mais c'est Non, j'ai pas vu encore. Je voudrais le récupérer, ouais. C'est du Kitamura, donc ça part dans tous les sens, c'est du porte-nawak, c'est très drôle, et ça se fout ouvertement de la gueule du Godzilla de Emmerich. Oui, il le défonce, c'est ça, je crois. En fait, ils sont tous en plastique, c'est tous des monstres, des mecs en costume, ou des animatroniques, et il y en a un seul qui est en numérique dégueulasse, c'est celui d'Emmerich, qui attaque une des villes, et il se fait étaler tout au début. Donc je trouve que c'est une belle ironie en fait que Kitamura fait à ce moment-là, et je trouve ça assez cool. Et le film est très drôle, et mais il développe un vrai univers, il y a un vrai amour de Godzilla et de la mythologie qu'il essaie de mettre autour, donc c'est vraiment très très cool. Et justement, quand on voit le traitement qu'il y a dans The Host de la créature, on est totalement dans l'idée d'un Godzilla de base en fait. Hein. Même dans la première œuvre de Honda, on est dans cette idée d'un monstre qui va se créer malencontreusement et qu'on va chercher à détruire absolument gratuitement en fait. Parce que Godzilla a détruit la ville, mais je me souviens qu'à la fin du tout premier, sa disparition est assez déchirante en fait. Oui, tout à fait, oui. Sa mort, elle est triste, profondément triste, comme dans King Kong d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Et j'aime beaucoup. Personnellement, moi, dans le traitement du monstre, je me suis toujours attaché à cette vision-là. Je pense d'ailleurs à Alien, pareil dans Alien. Alors, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, la disparition du monstre à la fin pourrait paraître presque déchirante aussi. Et parce que ce monstre-là, malgré son côté monstrueux et horrifiant et terrifiant, on peut s'y attacher d'une certaine manière. Ah mais tout à fait, je pense qu'il y a un vrai attachement qui se fait sur l'alien. Moi, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on parlait de Ridley Scott là pour l'autre vidéo pour le coup qui sera sur ma chaîne. Moi, il y a une vraie empathie qui se développe pour l'alien. Encore une fois, pour moi, l'alien n'est pas une créature méchante en tant que telle. En fait, c'est une créature qui essaie de survivre, un petit peu comme dans The Thing de Carpenter aussi. Oui. Il n'y a pas d'antagoniste dans The Thing, à part les hommes entre eux. C'est-à-dire que les antagonistes, ce sont les hommes. Oui. C'est juste une créature qui essaie de survivre, un petit peu comme dans The Host aussi, où pour le coup, c'est juste une créature qui essaie de survivre dans un milieu où on lui a imposé, on l'a balancé dans un monde qu'elle ne comprend pas. Et qu'elle essaie de se démerder pour pouvoir survivre. En fait, c'est juste ça. Donc, pour pouvoir manger, principalement dans The Host, avec son garde-manger. Mais c'est tout. En fait, elle est pas méchante. À aucun moment, les hommes, par exemple, avec les scientifiques qui vont récupérer le personnage principal, faire des expériences sur lui, le scientifique américain en particulier, là, on a des vrais antagonistes. Et des monstres. Ils ont un comportement de monstres. Voilà, qui sont des vrais monstres aussi. Et c'est là où c'est très intéressant et très fort, en fait. Donc, oui, voilà, c'est ça la grande force du film, voilà. Voilà. Donc, on va enchaîner sur un suivant, donc Mother, que tu as vu, je crois. Oui. Donc on va en parler très vite, du coup. Ouais. Bah, celui que j'apprécie le moins, mais alors encore une fois, là pour le coup, c'est purement subjectif. Comme tu disais tout à l'heure, je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de chefs-d'œuvre dans la. Enfin, pour moi, il y a quasiment que des chefs-d'œuvre dans la carrière de Bong Joon-ho jusqu'à maintenant. Même s'il y a pas énormément, il y a pas une filmographie extrêmement large, il y en a quand même. La plupart sont des excellents, voire des chefs-d'œuvre. Après, c'est juste des questions, je pense, d'attachement à un genre particulier, de subjectivité, qui fait que moi j'accroche moins à Mother, même si je trouve le principe de base assez cool et qui fonctionne très bien, puisque ça raconte l'histoire donc d'un jeune handicapé. Alors, il y a toujours encore une fois cet amour aussi des laissés pour compte, de ceux qui sont mis de côté, donc souvent des simplets, puisqu'on ce qu'on a dans The Host, et ensuite donc un jeune homme qui est donc simplet, qui a des problèmes de manière générale à interagir socialement avec les autres, et qui un jour, par un concours de circonstances, va tuer quelqu'un. Ah, d'accord. Et donc, le père qui le suit va essayer de tout faire, en fait, pour qu'il ne soit pas condamné, qu'il ne soit pas attrapé pour ce qu'il a fait, surtout que c'est grossièrement un accident. Et pour le coup, elle va aller loin, très très loin, pour sauver son fils. Donc c'est un film qui est très beau, qui est très touchant. Moi qui m'accroche moins, en fait, simplement en termes de genre à proprement parler, même si c'est un thriller, mais il m'accroche un petit peu moins. Et je trouve que c'est son seul film qui a des véritables problèmes de rythme, en fait. Je trouve qu'il y a quand même quelques problèmes de rythme qui font nuire un petit peu à l'ensemble du film. D'accord. Mais ça reste un film qui est très beau. C'est vraiment un film qui est très beau et qui brasse des émotions très fortes et super sincères, super honnêtes. Donc c'est un très beau film. Puis en plus, c'est remarquablement interprété aussi. D'accord, il faudra que je le voie donc, en tout cas. Mais voilà, c'est quand même un film à... D'accord. C'est purement subjectif. Et, oui, moi, me plaît moins, touche moins en termes narratifs, tout simplement. Non, mais je comprends.
Et en tout cas, donc, on va parler de deux œuvres, ces deux dernières œuvres qui sont fabuleuses. Donc, Snowpiercer, le transperce-neige, donc adapté d'une excellente bande dessinée française. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bong Joon-ho. C'est le premier film que j'ai vu de Bong Joon-ho. Et à l'époque, j'avais trouvé fabuleux. Vraiment, j'avais trouvé ce film assez dingue. En plus, ça m'a fait découvrir la BD, donc j'étais encore plus heureux. J'aime bien quand un film me fait découvrir une œuvre. Et du coup, j'avais trouvé ça totalement dingue. Je sais pas ce que t'en penses toi aussi, mais je pense que tu l'aimes bien. Ah ben non, mais c'est pas que je l'aime bien, c'est que j'adore ce film-là. C'est un film qui est complètement fou. Ah oui. Et c'est peut-être même le plus. Et je pense que c'est pour ça que ça a rebuté pas mal de gens. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont détesté le film. Ouais. Parce qu'il était soi-disant pas cohérent, que ça n'avait aucun sens, que ça partait dans tous les sens, qu'on comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire, que c'était de la SF au rabais parce que justement ça manque de cohérence avec des éléments de pure science et on va trop dans la fiction et on en oublie la science. Mais limite, on s'en fout en fait. Oui, totalement. C'est profondément simple. Tout ça c'est symbolique. Oui. Et puis même pas du symbolisme et de dire de trop intellectualiser parce que je pense que des fois le cinéma faut le prendre d'abord et avant tout émotionnellement avant de l'intellectualiser. On n'est même pas obligé d'ailleurs d'intellectualiser, de passer à ce stade. Bah évidemment. Ça s'apprécie comme ça. Et c'est un pur film émotionnel, c'est un pur trip, une pure histoire, une pure expérience. Bah c'est un train. C'est un train. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, même le film littéralement a la forme d'un train en fait. Que ça soit scénaristiquement et que ça soit émotionnellement, c'est un train. C'est une espèce de roller coaster en termes d'émotion. Et puis moi c'est un film qui m'a fait découvrir, je crois qu'on en a parlé rapidement hier, qui m'a fait découvrir Chris Evans. Ah bah oui. Que je l'avais découvert avant parce que je le connaissais pour le coup pour Captain America, que j'aime bien en demeurant. Mais alors lui, c'est un acteur absolument dingue en fait, qui peut, ne serait-ce que cette discussion qui est avec le personnage qui est joué aussi par Song Kang-ho, donc l'acteur fétiche de Bong Joon-ho qui est aussi là. Et il y a toute une discussion qui tourne autour du cannibalisme que je trouve assez folle en fait. Ah oui, c'est incroyable. Et où on sent dans le personnage, dans tout ce récit que va faire Chris Evans, de ce qu'il a dû faire après le cataclysme pour pouvoir survivre, pour rentrer dans le train, et qu'il explique justement qu'il est horrifié de savoir quel goût a la chair d'un bébé. Et c'est juste dit au cours d'une phrase comme ça, et tout est dit en fait. Elle est terrible. Oui, la scène est terrifiante. Ah oui, c'est incroyable. Je suis totalement d'accord là-dessus. Du coup, on est dans un film totalement objectif parce que c'est un film qui commence comme presque un film de propagande. D'ailleurs, c'était, alors je l'ai pas vu, mais c'est Monsieur Bobine qui a fait rapprochement du film avec un film de propagande. Je crois que c'est chinois ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, oui. Je crois qu'il avait fait ce rapprochement-là, que j'avais pas vu non plus le film pour le coup. Et c'est vrai que toute la forme du premier film, on dirait un film de propagande à la Eisenstein, oui. Particulièrement bien monté, qui joue beaucoup avec la force des images et presque propagandiste en fait. La symbolique des images, un peu dans l'idée moi ça me rappelle beaucoup à certains moments le fameux Cuirassé Potemkin en fait. Hein. Oui. Et du coup, je trouve vraiment que plus en fait ce film commence à partir dans des délires en fait moins rationnels justement, dans une espèce de cauchemar mécanique, et plus on se rend compte qu'en fait la situation n'est pas aussi simple. Tout à fait, oui. Et c'est là où je trouve que le film supplante presque le bouquin, même si je trouve que la bande dessinée est un chef-d'œuvre de bande dessinée française. Je sais pas si tu l'as lu, mais moi je la trouve formidable. J'ai pas encore l'occasion de la lire, justement. C'est un truc qui sont dans mes lectures à faire, mais je l'ai pas encore lu malheureusement. Et franchement, elle est magnifique. Et là, sur le coup, je trouve vraiment que le traitement est très fort. Bah, rien que le personnage de Whitford, incarné par cet excellent acteur, qui est... Ed Harris. Ed Harris, qui est incroyable comme acteur. Et là, sur le coup, il permet encore une fois de montrer son talent. Et véritablement, en plus, il y a presque quelque chose de BioShock à certains moments. Ah oui, dans le côté rétro, un peu rétro SF. Ah bah, rien que la confrontation avec ces personnages masqués qui me rappellent beaucoup à un passage dans le premier BioShock que tu connais bien. Oui, tout à fait. Et du coup, je trouve vraiment qu'il y a... Dans cette idée-là, c'est pas aussi simple. Rien n'est aussi simple dans ce film, en fait. Que ce soit émotionnellement, parce que c'est une ascension émotionnelle. C'est un peu... on est dans la troisième classe émotionnelle et on commence à aller vers la première classe. C'est pour ça que j'utilise la métaphore du train.
tout le film Oui. est un train, en fait. Ah oui, je pense, et puis il y a un train où chaque wagon est une ouverture sur un univers différent qu'on Ouais. n'attendait pas, et on a l'impression que le film vogue d'un genre à un autre à chaque wagon. Ah oui, c'est ça, la séquence du premier lan, là, enfin, la célébration, et qui est terrifiante. Terrible cette scène. Et en fait, très Bioshock aussi, celle-là. Et très proche de Bioshock. Et du coup, avec cette musique, d'ailleurs, la musique est exceptionnelle. On n'a pas beaucoup parlé, mais la musique dans les films de Bong Joon-ho est toujours très très bonne. Elle est toujours hyper bien choisie, travaillée, en lien, encore une fois. Jamais, comme on disait tout à l'heure, il y a le fond et la forme sont toujours. On peut pas les séparer. En fait, c'est complètement. Tout à fait. Il n'y a pas de séparation, comme dit, pour prendre un concept de Bergson, il y a une sorte de continuité absolue. Il y a la durée véritable, comme ça s'appelle, donc la continuité absolue. Tout est continu. Tu peux pas séparer le film. Puis le montage, c'est pareil, le montage est tellement parfait que c'est le genre de film, même quand tu veux sélectionner un extrait pour montrer l'extrait ou en parler, bah tu peux pas t'empêcher de regarder tout le film. En fait, tout est fluide et tu sais pas comment couper. En fait, c'est assez fou. En fait, il y a un peu ça chez McTiernan, ce qu'on trouve dans le Predator de McTiernan. Tout à fait, oui. Je suis totalement d'accord. C'est indécoupable. C'est indécoupable. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il n'y a pas une séquence. En fait, toutes les séquences sont aussi incroyables que les autres. Oui. Je pense à celle de la classe. Qui est folle aussi. C'est incroyable. Et les acteurs sont incroyables. Enfin, on l'a bien dit. Je pense aussi à Tilda Swinton qui est juste incroyable en termes de personnage, de ministre assez particulier. Complètement taré. C'est une actrice incroyable. On va en reparler avec son film suivant. D'ailleurs, ça me permet d'engager Okja, son dernier, avant le grand Parasite qui devrait arriver bientôt. Et Okja, pareil, c'est un film formidable. C'est en plus un film moi qui a un truc tout particulier dans mon cœur, parce que c'est un film, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de manger de la viande. Définitivement, ce que j'essaie de faire le plus possible pour arriver à une absence de viande dans mon régime alimentaire. Mais ouais, c'est un film moi, qui m'a littéralement bouleversé sur le traitement des animaux, même si c'est un truc, j'ai toujours été dans la condition animale, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé énormément et je me suis toujours battu pour ce genre de choses. Mais le film m'a envoyé en pleine gueule toute l'hypocrisie qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on mange, et c'est fou, quoi, c'est fou. Alors certains diront que c'est un peu excessif, moi je trouve pas du tout. Je trouve que représenter un abattoir comme un camp de concentration ou un camp d'extermination, moi ça me choque pas en tant que tel, en fait. Non plus. En fait, j'essaye moi aussi même si c'est un peu difficile, mais de réduire ma consommation de viande, en fait. Ouais. Et le film, en plus, se permet même pas d'être un brûlot vegan ou quoi que ce soit, hein. Il est très critique envers le mouvement vegan. Voilà, tout à fait. Je suis moi aussi, j'ai du mal avec la vision de ce mouvement, en fait. Et je comprends parfaitement, mais j'ai du mal, voilà, avec certaines visions. Moi, je me rapprocherais plus d'une conception équilibrée, en fait, et que il faut limiter l'agression, surtout envers la nature. Après, on peut autant prendre ce qu'il faut, mais il faut pas prendre trop, ce qui n'est pas le cas de notre société actuelle. C'est ce que dit le film, hein, totalement. Voire créer des monstres pour manger plus. En fait, c'est ça qui est terrifiant. Il y a même toutes les séquences aussi. Moi, il y a une vraie séquence de viol dans le film aussi, qui est absolument incroyable et intolérable. Ah oui, quand il commence à découper le Okja. Oui, voilà, ou quand ils prennent Okja aussi, et qu'il a la force à se faire une saillie avec un mâle entre autres, et que on est hors champ, en fait, et que la séquence est absolument horrible. Ah oui, c'est terrible. C'est une séquence assez terrifiante, en fait. C'est fou. Ouais. Oui, donc en fait, Okja est un film, moi, que je trouve très fort concernant, par exemple, la condition animale, mais tout autant ne cherche pas à nous agresser, à nous imposer une vision, en fait. Alors, même si Bong Joon-ho, pour le coup, est vegan, il me semble, si je me trompe pas. Ah bon ? Il me semble qu'il est vegan, hein, ce serait à vérifier, mais vous direz dans les commentaires, mais il me semble que j'avais lu pour le coup qu'il était vegan, et alors je sais plus si c'est parce qu'il l'était avant, ou parce que justement il s'est beaucoup renseigné sur les abattoirs avant de tourner. Parce qu'en tout cas, il s'en est beaucoup renseigné, donc je sais plus si c'était parce qu'il s'est beaucoup renseigné qu'il est devenu vegan, ou si parce qu'il était déjà en amont vegan, et puis s'est beaucoup renseigné de fait sur la condition animale dans les abattoirs. Mais il me semble que c'est le cas. D'accord. Que justement, toutes des machines qu'il montre, notamment dans toute cette séquence où on découvre l'abattoir et ce qu'on fait donc aux monstres créés par l'homme, ce qu'on en fait, c'est des choses qu'il a simplement extrapolées de machines qui existent déjà véritablement. D'accord. Donc, et c'est super intéressant en plus aussi de poser l'idée que
le fait que l'homme crée des animaux en plus supplémentaires qui sont juste destinés à mourir, en fait. Je trouve ça intéressant de poser aussi ce truc-là, de pas poser qu'on va simplement ponctionner des animaux dans la nature pour s'en nourrir. On va même créer des animaux qui sont même pas des proies finalement, mais qui sont juste là pour être dévorés, en fait, dont le destin c'est la mort. Oui, c'est terrible. Ce qui est absolument horrible, en fait, oui. Parce que moi, même en tant que consommateur de viande, ça m'a touché profondément, quoi. Mais j'ai pas subi le film, enfin, j'ai pas pris vraiment comme une sorte d'invitation à être forcément vegan, mais surtout d'invitation à cesser l'agression. Oui, voilà, je pense. Ouais, mais c'est ça, en fait. Moi, personnellement, me concernant, je sais pas si je serais prêt à devenir vegan un jour, tu vois. Oui. C'est un peu difficile, c'est quelque chose qui prend du temps, surtout quand on a été habitué toute sa vie à manger de la viande. J'essaye de baisser ma consommation, ça c'est quelque chose que je fais. Et de prendre aussi. Alors, je pense que le film aussi invite à revoir sa consommation et sa manière de consommer la viande, et d'essayer d'acheter de la viande un peu plus chère et mieux produite que de la viande industrielle, en fait, aussi. Oui, tout à fait. Je pense pas que ce soit, comme tu dis, c'est pas un film de propagande végane. Je pense qu'en effet, oui, c'est plutôt un film qui amène à réfléchir, en fait, voilà, sur ce qu'on veut, sur notre posture par rapport, notre posture de prédateur, comment on a envie de la voir, comment on a envie de la vivre, dans une certaine mesure. Et en effet, alors, moi, c'est pas non plus d'arriver à être vegan non plus, parce que je sais pas si j'y arriverai. Mais voilà, en effet, de diminuer la consommation de viande, déjà devenir végétarien, je pense que ce serait un bon objectif pour l'instant pour moi. Mais voilà, oui, je prends pas. Encore une fois, je pense que c'est très très personnel en fait ce que j'ai ressenti sur le film, et qu'on peut très bien entendre de manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins extrême. Enfin, même si je pense que le végétarisme n'est pas extrême au point du véganisme, qui est encore pas du tout. Poussé, si on veut, que je respecte totalement. Mais justement, je trouve que le parti pris de Bong Joon-ho, c'est justement de ne pas dire, encore une fois, comme tu parlais de manichéisme au début, bah, les mangeurs de viande c'est les méchants et les véganes c'est les gentils. Non, on n'est pas du tout dans ça. Des deux côtés, il y a des gens super des deux côtés. En fait, il y a le personnage de Paul Dano qui représente bien le truc, quoi. Oui, tout à fait, voilà. Ça me rappelle... excuse-moi, vas-y, continue du coup. Non, j'avais terminé, tu peux, je t'en prie, ouais. Ah oui, en fait, moi, ça me rappelle beaucoup Les Fils de l'Homme. Dans l'idée où les terroristes, enfin, pas les terroristes, mais les contestataires, parce que c'est un peu facile comme terme terroriste, sont aussi problématiques que le gouvernement, quoi. Ah, mais tout à fait. Que le sous prétexte, je pense que oui, le côté de dire sous prétexte on va dire quand on vise un objectif particulier, parfois est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Et aussi l'intérêt politique qu'il y a derrière chaque contestation. En fait, c'est parce que dans Okja, ils veulent en faire aussi quelque chose de politique, et il y a des intérêts purement personnels derrière aussi. Oui, tout à fait aussi. En fait, ils s'en foutent presque de l'animal, j'ai plus l'impression. Ah, mais je pense qu'il ils montrent même les véganes comme servant plutôt des intérêts personnels que des intérêts, des nobles intérêts désintéressés, je pense, pour le coup, enfin des intérêts pour le coup pour ce qu'ils font. Ils sauvent pas des animaux pour sauver des animaux. Il y a quand même l'idée d'être reconnu pour ça, etc. Là où la petite fille, pour le coup, est beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment le personnage que Bong Joon-ho veut, auquel on veut que. Je vais refaire ma phrase dans le sens. Je pense que c'est le personnage auquel Bong Joon-ho veut qu'on s'identifie, pour le coup. Qui est détaché un peu de tout et qui fait juste ça par amour en fait pour Okja. Ah mais tout à fait. En fait, il y a toujours cette idée de l'enfant qui par son infantilisation a une forme de maturité qui va avec. Et, qui n'est pas porté par la politique, l'économie, la société. Voilà. Il y a une pureté en fait. Voilà, c'est ça. Bah, comme pour boucler la boucle d'ailleurs, comme la fin de Memories of Murder, où finalement le personnage qui est la chose la plus importante du film, c'est l'enfant. Oui, tout à fait. C'est cet enfant qui dit il avait de toute façon, il avait une tête ordinaire, il avait un visage ordinaire qui en fait que. Et comme dans The Host aussi, c'est l'enfant qui renaît du monstre ou des entrailles du monstre. Oui, c'est vrai que c'est un truc dont on parle peut-être moins, mais c'est vrai qu'il y a un vrai rapport à l'enfance aussi, avec Bong Joon-ho aussi, qui est important. Ah oui, tout à fait. Comme dans le transpersonnage avec la fille de cet homme-là qui va accompagner, qui va sauver un autre enfant, et c'est eux qui sont. C'est ce que disait de toute façon Monsieur Bobine dans son analyse. Il avait bien dit que c'est la nouvelle génération qui va sauver le monde.
Oui, comme d'ailleurs à la fin du transpersonnage, ce sont les deux enfants qui sortent du train à la Oui. fin. C'est les enfants qui font fonctionner le train d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai aussi, un vrai espoir dans les futures générations aussi. Ah oui, c'est pour ça peut-être que j'aime autant aussi ce réalisateur. Ah mais tout à fait, je pense qu'il y a un rapport à l'enfance qui, je pense, nous touche en fait tout particulièrement. Ah oui, tout à fait. Presque Spielbergien à certains moments en fait. Hein. Tout à fait, voilà. Mais je n'osais pas faire la comparaison, mais voilà, tu as parfaitement raison, tu l'as fait, tu as raison. Ah mais je pense... en fait, il y a une forme de subtilité. En fait, ce qui est très fort avec son cinéma, c'est que c'est à la fois très fandard, très... Il y a presque un manque de subtilité, autant il y a une subtilité assez puissante qui revient après. Oui, il y a un côté très parfois un peu, même dans Transpersonnel, il y a un côté un peu bourrin, jouissif, jubilatoire, quasi un côté série B parfois. Oui. Et dans la séquence d'après, on va arriver sur une sorte de grande réflexion extrêmement profonde, mais qui passe encore une fois pas par l'intellect, mais par les émotions. Tout à Et fait. il va découvrir des trucs absolument fous. Tout à fait, oui. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la FIMO. Donc Bong Joon-ho revient à Cannes avec un nouveau film. Je ne sais pas il vient de Netflix celui-là. Par contre, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Okja était le premier film Netflix réalisé par un réalisateur connu. Et du coup, Parasite s'avère être plus proche de Mother. Oui, j'ai l'impression aussi. Mais ça peut être très intéressant parce que j'aime beaucoup la bande-annonce. Elle en dit très très peu, mais en même temps, elle en dit beaucoup. Et elle donne très envie. Ah oui, oui, parfaitement. Et t'as vu cette affiche où on a ces personnages qui sont qu'on va masquer, flouter, et ça va totalement avec l'idée de parasite. Oui, voilà, oui. Et d'abstraction. On est tout à fait dans l'idée de ce personnage d'antagoniste abstrait et très proche de Memories of Murder en fait, et peut-être très proche de sa filmographie de manière générale, parce que les personnages sont toujours confrontés à une abstraction. Et je pense à Wilford par exemple dans Transpersonnage qui au tout début et jusqu'à la fin est une abstraction, même au train littéralement en fait. Et qui est quasiment, enfin moi, moi je le vois vraiment comme ça a été dit d'ailleurs, hein, comme l'architecte de Matrix, de Matrix. Ah mais c'est ça, oui tout à fait. Donc voilà, en tout cas, Bong Joon-ho, je pense que c'est un réalisateur qu'on va retenir comme, je sais pas, un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Ah je pense que c'est... Peut-être même d'un siècle de cinéma qui est un peu mutant en ce moment. Je suis pas du tout dans la nostalgie, mais qui va dans tous les sens, peut-être parce qu'on a beaucoup plus de possibilités de création. Et ça va dans tous les sens pour le pire et le meilleur, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une forme d'ouverture aussi vers le cinéma étranger, en fait, qu'on n'avait pas avant. Et c'est ça qui fait la force du cinéma actuel, en fait, aussi. Et ce qui pour Bong Joon-ho, je vais ajouter un truc aussi, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, par rapport au cinéma d'avant, le côté où on est dans une sorte de période un peu hybride, mutante, je trouve à Bong Joon-ho, alors c'est un truc très pompeux qu'on utilise un peu à tort et à travers, mais je trouve que Bong Joon-ho il est parfaitement dans ce truc-là, dans le côté entre tradition et modernité. Il y a quelque chose de la... Oui. Il y a une sorte de classicisme cinématographique du point de vue de la mise en scène, de l'écriture qui est là, mais il y a une vraie modernité, et une vraie, même plus que modernité, je pense qu'il y a un petit peu comme Argento, parce que c'est vrai que souvent Argento est cité notamment par Kim Ji-woon dans J'ai rencontré le diable ou autre, qui est très en avance sur son temps aussi, et qui fait que c'est des films, comme beaucoup de films, dans savoir Blockbuster ou autres, qui sont déjà vieux quand ils sont sortis, pour des questions d'effets spéciaux ou autres. Là, Bong Joon-ho, il arrive à gérer notamment ses effets spéciaux pour parler du monstre de The Host. C'est un monstre qui certes n'est pas parfait, mais qui, mine de rien, moi je pense, parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il c'est pas le dernier cri des effets spéciaux, vieillira moins que le dernier cri des effets spéciaux. Ah, je suis totalement d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, mais... L'ayant vu récemment, il date déjà pas mal ce film, je trouve que oui. Totalement d'accord, parce qu'il y a une forme organique en fait. Il a une manière de gérer les effets spéciaux qui est très intéressante aussi, je trouve. Rien que dans Okja. Oui, dans Okja, voilà, pareil, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est très fort, donc voilà. En tout cas... Mais je suis d'accord avec ton constat là-dessus. Hein. C'est vrai que je pense que The Host va très bien vieillir. Et comme Okja aussi, il va vieillir très bien. Oui. J'ai quand même chialé devant un amas de pixels, un petit peu comme le King Kong de Jackson aussi. Tu chiales alors que tu sais que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien, que c'est juste une petite fille devant
devant un fond vert, grossièrement. Oui, tout à fait, oui. C'est là où c'est très fort, en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, il a une filmographie très pertinente, très forte, qui n'est pas gratinée d'échecs, en fait, pour l'instant. Non, pour le moment, non. Pour l'instant. Peut-être de films un peu mineurs, mais il n'a pas cette idée de véritable échec. J'espère que Le Parasite n'en sera pas un, je n'en doute absolument pas. Je pense au contraire que ce sera un très grand film. Et, je sais pas, quand il sort, je sais plus quelle était la date, c'est en mai, je crois, un truc comme ça. Non, c'est un peu plus tard. Je sais plus. Ça va bientôt arriver, c'est bien. En tout cas, c'est proche. Oui, voilà, bon, c'est cool, c'est trop bien. Attends, bah, d'ailleurs, je dois la voir là. Oui, alors le 5 juin 2019, donc c'est très très proche. Bien, voilà. Ça laisse augurer d'une belle année 2019 quand même, on a eu des belles choses et ça va continuer. Cette année est magnifique, hein. Entre Us et Glass ou encore plein d'autres films. Et là, j'ai vu Monsieur Link récemment que j'ai trouvé formidable. Je l'ai pas vu encore, voilà aussi, il faut que je vois ça. Studio Laika bon, même Avenger Endgame, même si c'est pas le morceau de cinéma de l'année, c'en est un quand même, indéniablement. Le dernier Rob Zombie aussi qui devrait normalement sortir en automne aussi. Ce qui me permettra de me rattraper le Devil Reject, que j'ai pas encore vu. Oula, alors ça il faut le voir absolument. Ah oui, j'en doute absolument pas. Il est fou ce film. Mais pourquoi pas un jour faire une discussion autour de Rob Zombie, si ça te tente, ce serait très cool. Ah bah oui, pour l'instant j'ai vu qu'un seul film de Rob Zombie, mais ce serait avec plaisir. Ah bah écoutez, voilà pour Halloween aussi, ça me permettra de reparler d'Halloween aussi. Ah oui, Halloween. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir, Romain. On a pu discuter assez longtemps de ce réalisateur qui est formidable, je trouve. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir en discuter. Et bah ça fut le plaisir partagé. Voilà, et un plaisir de t'accueillir et d'avoir pu faire ce projet de double vidéo qui peut... J'espère que ça vous plaira à vous tous. J'en doute pas, absolument pas, parce que les discussions, le format discussion était plutôt bien reçu, j'en suis très heureux. Je pensais pas, parce que c'est assez risqué de faire des longues discussions comme ça. D'habitude, on est plus habitué à des vidéos plus rythmées, etc. Mais je suis content, je crois que même tes formats audio fonctionnent bien aussi. Donc, oui, je pense que c'est bien de se poser aussi. Moi, j'aime bien les formats audio, même de nos bah, j'aime bien écouter, en fait, plus que je ne regarde d'ailleurs. Ça réhabilite un peu le format radio, quoi. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. Donc, en tout cas, c'était un plaisir, cher ami, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire. Avec très grand plaisir. Et même de faire plein d'autres choses, parce qu'on a tout ta vie devant soi, donc voilà. On a plein de trucs à faire, je pense, et même avec tout le groupe d'ailleurs. Ah oui, avec le reste, tout à fait, oui. Voilà. En tout cas, c'était avec plaisir. Donc je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. Artopolis ne devrait pas tarder. Il met beaucoup de temps celui-là en ce moment parce que j'essaye d'en faire un peu ma vidéo parfaite, de faire un peu mon chef-d'œuvre personnellement. Donc ça prend beaucoup de temps. Le sujet, ça va déboîter. Hein. Ah oui, le sujet va déboîter. J'en ai parlé à certaines personnes et vous verrez bien. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. C'est un peu risqué parce que j'ai parlé de films qui sont pas forcément appréciés par tout le monde. Mais autant en prendre de risques. Bien sûr. Mais t'as raison, faut prendre des risques. Ah oui, il faut prendre des risques. Donc voilà. Je suis pas dans la course au vu, donc j'ai pas de risque à perdre. Enfin, j'ai pas de... Je prends, voilà. J'ai rien à perdre. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Donc en tout cas, Romain, je te dis à une prochaine fois, et à tous, ciao. Ciao, puis merci à toi encore. Au plaisir.